Qu'est-ce que c'est que l'insuffisance rénale? Merci. L'insuffisance rénale, c'est un état où les reins ne peuvent plus assurer leurs fonctions, parmi lesquelles je vous parlais tout à l'heure de l'épuration, c'est-à-dire rendre le corps propre. Donc c'est une des fonctions principales, il y en a d'autres. Lorsque les reins ne peuvent plus assurer ces fonctions de façon définitive, on parle d'insuffisance rénale chronique, parce qu'il y a l'aigu aussi, lorsque l'atteinte est passagère. Vous allez nous parler en même temps des facteurs de risque de la maladie et autres facteurs associés avant de parler des personnes à risque et prédisposées. Donc les facteurs de risque, on a dit tout à l'heure, santé cardiovasculaire, santé des reins. Rénal, oui. Tout ce que le Dr Barry a dit, on revient dessus. Tous ces d'accord. facteurs de risque cardiovasculaire. Très bien. En plus maintenant, spécifiquement, les reins sont sensibles. Les reins sont sensibles au manque d'eau. On transpire beaucoup, il fait très chaud, il faut penser à boire. Les reins sont sensibles à l'effet des médicaments. Vous voyez chez nous, il y a des personnes qui s'amusent à prendre des médicaments tout le temps. Pour eux, c'est la santé. Et moi, je dis toujours aux gens, ne prenez rien. Ne prenez des médicaments que quand vous êtes malade. Parce que les médicaments, il y a des conséquences, surtout quand on n'a rien. Donc il y a des médicaments particulièrement qui sont néfastes pour les reins, qui intoxiquent, qui sont toxiques pour les reins. Vous pouvez nous citer quelques-uns? Les anti-inflammatoires. Vous voyez même des publicités à la télévision. Dans les grippes, on donne des anti-inflammatoires. C'est bon pour des traitements de courte durée, 2-3 jours maximum. Mais quand quelqu'un en fait une habitude, consommer tout le temps des anti-inflammatoires, on peut se retrouver avec une intoxication des reins. Des antibiotiques également, du genre aminosides, c'est des antibiotiques très forts. Et ça peut arriver même avec le personnel de santé. Quand on donne à des doses, des doses importantes et de façon prolongée, ça peut être très toxique pour les reins. D'accord. Alors, si l'élément est prêt au niveau de la régie, nous allons suivre cet élément de reportage du journal télévisé signé par Sori Dekera. Offert par la fondation japonaise Tokuskai au Centre national d'hémodialyse, ces 10 appareils Nipro 55 puces servent à débarrasser le sang du malade des impuretés. Aujourd'hui, ces malades rénaux vivent au sein d'une ONG dénommée Association des hémodialysés et transplantés de Guinée, AHTG en abrégé. Une ONG composée non seulement des malades et leurs parents, mais aussi des bonnes volontés. L'insuffisance rénale, dont le traitement reste le plus coûteux au monde, qui n'épargne aucune tranche d'âge de la société, n'est pas une fatalité en soi. Elle peut être soignée à l'état aigu. Un bilan systématique annuel de santé est donc nécessaire pour le dépistage de la maladie. Alors, professeur Kaba, vous avez vu cet élément de reportage signé par le journal télévisé. Quelle lecture faites-vous? Parce que moi, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, il a parlé du dépistage. Très bien. Le coût élevé également. Il a dit aussi qu'il y avait de l'espoir quand l'insuffisance rénale aiguë. Je vous ai parlé tout à l'heure de faire en sorte que l'organisme soit bien approvisionné en eau. Donc on a beaucoup de maladies qui font perdre de l'eau et des électrolytes, notamment le sel, etc. Au cours des diarrhées, des vomissements, il faut y penser. Il faut compenser cette perte. On peut corriger ces insuffisances rénales aiguës. Ça ne peut pas aller loin. Il faut aussi dépister très tôt, il en a Très pas. bien. Dans ce reportage, il est dit que le centre a été créé en 92, n'est-ce pas? En 2008. En 2008. Alors, la première donation... 2002, pardon. 2002, donc rectificatif. Et la première donation, c'était du Japon. Depuis cela, est-ce que vous avez reçu d'autres donations de la part de certaines bonnes volontés? Le centre a commencé le 28 novembre 2002 avec le gouvernement guinéen, en association avec des partenaires italiens. Et après ce contrat, il y avait eu des difficultés. Et on a eu beaucoup de difficultés. C'est en 2011 qu'on a eu, grâce à un de nos diplomates et le président de la République, on a eu ce don japonais. Et depuis lors, c'est vrai que on ne fait que progresser, contrairement à mon collègue tout à l'heure. Donc on peut dire Dieu merci parce que... On progresse.
Pour vous donner un exemple, ce n'est pas de la démagogie, pour vous donner un exemple, on a commencé en 2002. En 2003 jusqu'en 2010, le centre était fait pour 30 patients dialysés. On ne l'a jamais atteint ce chiffre. Mais de 2010 à 2011, chaque année, on progresse. Rapidement, on a atteint les 30 patients. Ensuite, on est allé 30 patients traités, hémodialysés, chroniques. On est passé à 60, on est passé à 90. Et actuellement, on est à 120. Et l'extension est en cours, vous avez vu les travaux. Nous allons doubler les capacités. C'est sûr. Et on a aussi des projets pour l'intérieur du pays. Alors moi, c'est une question que j'aimerais bien vous poser. Actuellement, il y a un grand chantier d'extension au niveau du centre hémodialyse de Donka. Est-ce qu'après ce chantier, on peut prétendre à faire des grandes opérations, c'est-à-dire la transplantation, c'est ça le mot? Est-ce qu'on peut se permettre de transplanter les gens dans le centre? Est-ce que ce serait possible? L'extension, c'est déjà maîtriser la néphrologie de base et la dialyse. Vous savez, il y a deux techniques de dialyse. Il y a l'hémodialyse, la dialyse péritonéale. Nous allons essayer d'accomplir cela, satisfaire la demande. Parce qu'avant l'extension, monsieur le ministre peut le témoigner, on avait une grande pression. Des patients qui attendaient, qui mouraient. Donc, c'est d'abord satisfaire toute cette demande. On a parlé tout à l'heure des maladies du cœur, l'hypertension, les AVC, etc. Et un patient qui est dialysé a 20 fois plus de risques. Il y en a même qui disent 30 fois plus de risques de faire un AVC. Donc vous voyez, c'est des malades très très fragiles. Donc le but de ce centre, ce n'est pas la transplantation. D'accord, ok. C'est déjà maîtriser ces deux techniques, développer les explorations nous-mêmes, l'échographie, l'hospitalisation, la biopsie, etc. Et nous avons, dans 2 ans, nous aurons 8 néphrologues guinéens formés sur place. Donc on a des personnes qui sont en train de former. Il y a des projets aussi pour l'intérieur du pays. La transplantation, c'est vrai que cette question, on est en train, parce qu'il faut d'abord des textes, il faut que les cultures, qu'on essaye de voir que le don d'organes soit accepté. Donc c'est un processus très long. Et techniquement, après, il faut des laboratoires, parce que quand un transplanté fait la fièvre, ce n'est pas le paludisme. Il y a beaucoup d'autres virus qu'il faut rechercher. Il faut des médicaments. Les immunosuppresseurs, c'est très cher. Et donc, pas seulement la Guinée, ce n'est pas encore maîtrisé dans la plupart des pays, à part l'Afrique du Sud, le Maghreb, la Côte d'Ivoire a commencé un peu, mais tous les autres pays, Cameroun, Sénégal, personne ne fait encore parce que c'est très lourd et quand on commence, il ne faut pas qu'il y ait des rejets, il faut que ça réussisse. D'accord. Alors, nous allons revenir à vous, docteur Barry, vous allez nous parler un peu des traitements au niveau des maladies cardiovasculaires. Alors, les lignes de prescription en cardiologie sont très nombreuses et dépendent beaucoup du type de pathologie. D'accord? Vous avez actuellement les pathologies qui sont en émergence en cardiologie, notamment les cardiopathies ischémiques, hein, qui requièrent au moins 5 à 6 lignes de prescription. Hein, le traitement, on l'appelle classiquement traitement basique. Donc, il faut un bêta-bloqueur, pour ceux qui le savent. Il faut une double anti-agrégation plaquettaire parce que le risque thrombotique est très important. Il faut ce qu'on appelle les statines. Ce sont des nouvelles molécules qui sont couramment utilisées actuellement, notamment dans la prise en charge de l'excès de graisse, hein, dans le sang. Il y a aussi la correction des facteurs de risque cardiovasculaire et d'autres choses. Donc le traitement, il est orienté vers la pathologie donnée. Quand vous prenez ces cardiopathies ischémiques, lorsque, par exemple, un sujet se plaint d'une douleur thoracique à domicile, hein, il faut très rapidement, normalement, pouvoir l'orienter vers un centre de prise en charge. Malheureusement, chez nous, on n'a pas de SAMU pour dire qu'on va appeler qu'une ambulance médicalisée va venir chercher la personne pour l'amener dans les meilleurs délais à l'hôpital. Hein, mais si cela était possible, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rapidement amener la personne vers une structure appropriée et à partir de là, on fait donc ce qu'on appelle un électrocardiogramme hein, de surface de 12 dérivations ou de 18 dérivations. Ça permet de voir est-ce que c'est le cœur qui est en souffrance. Est-ce que cette douleur thoracique est attribuable au cœur. D'accord? À partir du moment que c'est une douleur qui est attribuable au cœur et que
la personne est dans les délais. Entendez par délai si la personne a été vue avant 7 heures de temps pour les sujets en général et 12 heures de temps pour les sujets beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire qu'on suppose que dans ce délai, le cœur, c'est vrai, il souffre beaucoup, mais il tient encore un peu. Hein. Il n'y a pas encore un processus de mortification des tissus myocardiques qui a été entamé. Donc si cela est fait, la personne arrive à la structure hospitalière. La première des choses qu'il faut faire, c'est de conditionner la personne. Donc il faut l'hospitaliser en unité de soins intensifs cardiologiques, il faut calmer la douleur, il faut passer de l'oxygène, il faut donc faire certains tests biologiques, notamment par exemple la troponine. Hein. Il faut donc faire d'autres prélèvements sanguins pour voir certains paramètres, étudier le terrain. Et à partir de là, si nous sommes dans les dispositions, j'ai choisi cet exemple parce que c'est ce qui aujourd'hui nous pose problème, d'accord, dans nos structures sanitaires. Hein. Il faut donc faire tout ce qui est nécessaire dès le départ, mettre la personne dans l'endroit où elle devrait être, et puis s'il y a la possibilité, il faut thromboliser. À partir de ça, maintenant, il y a tous les autres médicaments qui peuvent venir, et les autres médicaments peuvent suivre en fonction de l'évolution clinique de la personne. Si elle s'est compliquée d'insuffisance cardiaque, il y a une catégorie de médicaments qu'on appelle les amines, qu'on a d'ailleurs heureusement commencé à utiliser à Niasdine. Il n'y a pas encore 2 semaines que pour la première fois depuis que le service a été créé, que nous avons pris l'initiative d'utiliser la seringue électrique. Vous vous figurez, pour vous dire combien de fois nos structures quand même sont en manque d'équipement. On peut faire beaucoup de choses, mais malheureusement, on est très limité. Et c'est vrai aussi qu'on a besoin de formation. Docteur Barry, nous restons toujours avec vous. Les maladies cardiovasculaires constituent un problème de développement pour les pays à revenus faibles. Très rapidement, on va donner la parole. Absolument, oui, bien sûr, parce qu'on a dit, si nous prenons l'exemple sur l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Hein, c'est le principal facteur de risque cardiovasculaire et le premier motif de consultation dans nos structures. Donc l'hypertension évolue à bas bruit. Et très souvent, lorsque les patients sont vus dans les structures de haut niveau, ces patients viennent souvent avec des complications. Et c'est des complications qui sont à un certain niveau, c'est des complications qui sont très souvent invalidantes. Et malheureusement qui touchent de plus en plus les sujets jeunes, les sujets actifs, des gens qui ont fini les études, qui sont prêts à travailler, mais qui se retrouvent avec une pathologie invalidante. Donc, ça touche le bras armé de la population. Et ça ralentit les activités de production et par ce biais, donc, ça ralentit de façon générale le rythme de développement du pays. Et ça implique des coûts de prise en charge très élevés. Aujourd'hui, le traitement en cardiologie coûte extrêmement cher. Ce n'est pas moins d'1 million pour une hypertension compliquée. Ce n'est pas moins d'1 million par mois pour des sujets souvent qui n'ont pas une prise en charge adéquate. C'est souvent pour des sujets qui sont supportés par des familles qui sont démunies. Donc ça pose problème. Et nous pensons que l'OMS dit que d'ici 2020, c'est-à-dire à l'horizon 2020, nous risquons de ressentir encore davantage ce fardeau lié aux maladies cardiovasculaires. D'accord. Alors, professeur Cissé, parlez-nous en bref. Les disparités selon le pays, les sexes, l'âge et quelle place occupe la Guinée? Les disparités selon les pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies cardiovasculaires, comme a dit le docteur Barry, sont de plus en plus fréquentes dans les pays en voie de développement. Alors, M. Lopez, en 2006, qui a fait l'étude épidémiologique pour l'OMS, a dit que 80% des AVC surviennent dans les pays en voie de développement. Et il faut savoir que ça survient chez les gens pauvres, il l'a déjà dit. Donc, la pauvreté est un facteur de risque en dépit de tout ce qu'il a cité. Donc voilà, les pays pauvres ont plus d'AVC, les AVC meurent plus, les pays développés ont moins d'AVC parce que tout simplement il y a des plans d'action de prévention primaire. Les facteurs de risque modifiables qui ont été cités, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, le tabac, l'alcool, la sédentarité, l'obésité, voilà, sont des facteurs qui sont, on ne dirait pas totalement maîtrisés, mais qui sont quand même significativement réduits. Et dès qu'on réduit, par exemple, lorsqu'on maîtrise, par exemple, l'hypertension artérielle, on réduit de 50% le risque d'AVC. Donc, les disparités, c'est que dans les pays pauvres, à ressources limitées, les gens font plus d'AVC, surtout à cause de la non-maîtrise de l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui prend l'amlodipine 10 mg dans mon village,
pour son hypertension diminue de 50% ses chances de faire un AVC ou une autre maladie cardiovasculaire. Donc, c'est ça la principale disparité. En termes de sexe, là aussi, il l'a déjà dit, hein, avant 65 ans, il y a des facteurs hormonaux qui sont protecteurs. Donc, il y a plus d'AVC chez l'homme avant 65 ans, avec un sexe ratio, en tout cas en euros chez nous, de 1,3 en faveur de l'homme. Et au-delà de 65 ans, les femmes font plus d'AVC. On pense que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui survivent. Les femmes ont une plus grande longévité après 65 ans que les hommes. Donc, il y a plus d'AVC chez les femmes que chez les hommes après cela. Voilà. Autre chose à dire, c'est qu'il semblerait que les AVC soient plus fréquents. L'hypertension, le fait d'être noir est un facteur de risque pour l'hypertension artérielle. Donc, forcément, il y a plus d'AVC chez le noir. C'est démontré par les études épidémiologiques effectuées aux États-Unis dans la population noire. Mais on pense que c'est surtout la pauvreté qui est à la base de tout ça. Donc la mauvaise alimentation et finalement les vaisseaux qui se bouchent. Et donc les gens font des AVC, des infarctus du myocarde ou encore des maladies rénales. La place de la Guinée, on peut encore, comme je le dis, faire des discours de politiciens. Mais moi je me veux très honnête ici. Je pense que nous ne sommes pas les champions de l'Afrique de l'Ouest. Si le forum tuniso-guinéen se tient ici, il faut reconnaître que c'est parce que nous voulons déplacer le problème de la santé des Guinéens en Tunisie. Pour moi, les Suisses se soignent en Suisse, les Français en France, les Belges en Belgique. Les Guinéens vont devoir assumer leur destin et résoudre leurs problèmes ici. Ici en Guinée, ça c'est vrai. Donc, nous évacuons des malades au Sénégal. Moi, j'étais formé à l'hôpital Fann. Bon, grâce à Dieu, aujourd'hui, on forme en néphro grâce à nos maîtres. On forme en Guinée. On forme en néphro. J'espère que les néphrologues vont rester en Guinée. Mais en tout cas, nous, en euro, nous avons 50 neurologues en France. Cela doit être dit. J'espère qu'en néphro, les gens vont rester en Guinée. Mais nous, en euro, encore cette année, nous avons 5 de nos ténors, 5 médecins vraiment qui avaient le niveau de tenir le service. Moi, je suis chef de service par défaut. Cela doit être dit. Avant moi, il y avait des Guinéens qui avaient du cerveau, des Guinéens qui étaient très brillants, mais qui finalement sont restés en France et qui sont chefs de service. Parce que tout simplement, les conditions de traitement font que quand on me paye 1 600 000 francs à la fin du mois et que le type est en France, il prend 4 5 000 euros, ça doit être abordé. C'est des questions qui doivent mettre les gens à l'aise pour comprendre pourquoi le travail n'est pas fait. Je suis chef de service par défaut, je le dis honnêtement, et je vis bien avec ça. Il y avait devant moi des gens qui m'ont encadré, des gens de haut niveau, de qualité, qui, à la décision de notre patron, sont restés en France, qui viennent en vacances, qui viennent faire des topos, qui viennent faire des cours, que l'on rencontre aux journées de neurologie de langue française qui vont se tenir à la fin de ce mois. Les Guinéens sont les plus nombreux parmi les Africains en termes de neurologie formée. C'est les plus nombreux et ils sont très brillants. Mais ils disent, bah, écoute, c'est bien ce que tu nous racontes, mais nous, on va rester en France. Ça va? Pour le moment. Donc, voilà. La place de la Guinée, peut-être on est devant le Libéria et la Sierra Leone, un peu devant la Guinée-Bissau. Pour être honnête, sérieusement, hein, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, j'ai été aussi à Chute Cocody, le Mali, le Bénin, c'est des pays qui nous dépassent. Hein. Vous arrivez, on vous donne le numéro quand même du Wi-Fi. Il faut quand même que ces choses soient dites. Nous pouvons régler ça très rapidement, avec un peu de volonté et un peu de courage. Mais ces pays sont devant nous, bon, on dépasse certains. Donc nous avons une place intermédiaire qui peut être améliorée. Je me veux très positif, hein. Ce n'est pas un discours déprimant que je veux tenir ici. Je suis très positif dans mon abord de la chose, mais je me veux très honnête pour que nous sachions là où nous sommes et où est-ce que nous voulons aller. Ce n'est pas impossible. Mais c'est en sachant là où nous sommes et en abordant de front les problèmes. Il n'y a aucun combat entre nous. D'ailleurs, la devise depuis que notre indépendance, c'est la solidarité, je le redis. Donc, il y a moyen, à mon avis. Professeur Cissé, je reviens à vous. Alors, concrètement, quels sont les chiffres Quels sont les chiffres au niveau du centre d'hémodialyse de Donker? Les statistiques, aujourd'hui, ça a diminué, ça progresse. D'accord. Ça progresse, comme je vous ai dit. Nous sommes, alors qu'au début on était 1000, 1700, nous sommes maintenant largement par an plus de 8000 séances de dialyse. Comme je vous ai dit, le nombre de patients est largement une centaine actuellement, mais ça ne suffit pas parce que quand vous prenez la prévalence, c'est-à-dire que le nombre potentiel de personnes par million d'habitants en Afrique subsaharienne, ce sont les chiffres les plus faibles. On dit à peu près au minimum 40 personnes par million d'habitants qui auront besoin de dialyse, c'est-à-dire qui ont une insuffisance rénale par an. Et si vous prenez des pays occidentaux, ce sont des chiffres qui sont à 100 par million d'habitants. Un pays comme le Japon, c'est 150. Les États-Unis, c'est entre 150 et 200 personnes, des nouveaux qui auront besoin. Donc il faudrait, quelles que soient les richesses dans ces maladies chroniques, il faut agir. Quelqu'un l'a dit, Dr Barry l'avait dit, il faut agir sur la prévention. On n'aura jamais de ressources. Hein.
faut la prévention. C'est-à-dire qu'on commence à manger moins de sel, moins de sucre. Dr Barry a parlé d'obésité. Le sucre fait grossir. Et le riz, c'est du sucre. Vous voyez, quelqu'un, il mange le riz 4 fois par jour, c'est dangereux. Il faut éviter. Donc il y a des trucs simples qu'on peut faire. Casser ce poids, c'est important. Vous allez voir des personnes, ils n'ont aucune prédisposition, mais ils deviennent malades. À force de... Parce qu'ils ne savent pas manger. Très bien. Il dit que moi, c'est le riz. Il faut qu'on arrête ça, qu'on essaie de manger des légumes, des fruits, qu'on boive de l'eau, qu'on laisse les boissons. Actuellement, pour avoir de l'argent, même la RTG, c'est les boissons énergisantes. Donc, il faut qu'on ose. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas attaquer les grandes marques, mais il faut dire les boissons gazeuses, pour la santé, ce n'est pas bon. Vous voyez, le tabac, c'est écrit, le tabac tue. On ne dit pas d'interdire, mais on écrit, on taxe. Il faut taxer pour soigner les pauvres. Donc, les boissons qui donnent l'obésité, il faut éviter. Il faut manger très peu de sucre, très peu de sel, riche, équilibré, ça veut dire des légumes. On en a tout chez nous, mais les gens ne prennent pas. C'est vrai que ça coûte quand même. Quand vous voulez acheter des fruits, c'est coûteux. Mais on a des périodes de fruits. Oui, mais il faut qu'on arrive à mettre ça, je pense que... On a des périodes quand même... La prévention, c'est très bien. Il faut inclure ça dans le menu. Et l'activité, moi je vois qu'il y a beaucoup d'exercices physiques, ça c'est bien. L'exercice physique, ça c'est très bien. Et après, comme le professeur Cissé a dit, il faut équilibrer les maladies chroniques. Il faut que les diabétiques soient équilibrés. Il faut que l'hypertendu soit équilibré. Maintenant, est-ce qu'il faut impliquer? D'abord, il faut que le niveau de vie augmente. Il faut que les gens puissent avoir... On ne peut pas payer chaque fois sa santé. Aucune personne dans les pays occidentaux là ne paye sa santé. Personne ne peut. Les hôpitaux, il y a des réanimateurs ici, ils vont vous dire. Ça coûte trop cher. Donc, il faut les assurances. Il faut l'assurance couverture universelle et des mutuelles. En fonction des revenus, les gens cotisent pour avoir 100%. Là, on peut maîtriser les maladies chroniques. Mais dire que les subventions de l'État ou la bourse de quelqu'un, les riches vont toujours se soigner, mais les pauvres sont les plus nombreux dans le monde. Sont les plus nombreux. Donc, il faut passer par ces messages et continuer à améliorer. Mais justement, c'est une opportunité, nous en parlons dans cette émission, et je crois que les bonnes personnes sont là, le ministère est présent, et le message remontera peut-être là où nous voulons que ça aille. Oui. Alors voilà, c'est ça. Merci. Et professeur, moi je reviens un tout petit peu en arrière, il y a une journée mondiale la journée mondiale des reins. À part cette journée mondiale, comme je disais tout à l'heure, cette maladie est méconnue du commun des Guinéens. Est-ce que vous organisez, vous, néphrologues, afin de sensibiliser, d'informer la population sur cette maladie, par exemple? Oui, depuis 2008, depuis 2005 déjà, on a la Société guinéenne de néphrologie qui a pour mission effectivement de participer avec l'appui du ministère de la Santé, sensibiliser. On a commencé par former des maîtres parce qu'on a dit on n'était que 2 ou 3 néphrologues, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. On a formé des généralistes à l'intérieur du pays. Dans les hôpitaux régionaux, il y a des généralistes qui ont été formés pour sensibiliser la population, pour dépister les maladies rénales. Oui. Et à l'occasion, on a quand même la RTG qui nous accompagne, les presses privées, à chaque fois. Et depuis 2006, il n'y avait pas de journée mondiale pour les reins. C'est en 2006 que dans le monde entier, ça a commencé. Il y avait pour toutes les maladies, sauf pour les reins. D'accord. Et ça a permis quand même de mieux sensibiliser et mieux impliquer les pouvoirs publics et puis la population. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Les étudiants des différentes universités sont dans cette salle. Peut-être ils ont envie de vous poser quelques questions. Ça va être la deuxième partie de l'émission, comme ça se passe dans l'émission Dites-moi tout, docteur, les dimanches à 14h. C'est Thérèse Kelly Touré. D'accord. Je souffre de la maladie, l'insuffisance rénale. Mon Dieu. J'ai des questions. Vas-y. La première question, c'est par rapport au sang. Comme le dit le professeur Kaba, les gens qui souffrent de l'insuffisance rénale, ils manquent toujours du sang. Et souvent, nous voyons à la télévision, les gens font les dons du sang. Donc, normalement, ça doit être gratuit pour nous, les malades. Par exemple, dans les autres pays, le sang est gratuit. Tu pars seulement avec le ticket, on te donne. Mais nous, ici en Guinée, non seulement tu n'auras pas le sang gratuit, mais on paye. Et pour voir aussi le sang à payer, c'est difficile.
Donc, je voudrais poser cette question. Est-ce qu'ils ont mis une structure par rapport à ça pour nous aider à avoir le sang à chaque fois qu'on a besoin? La deuxième question est que Professeur Kaba vient de dire tout de suite que le problème de transplantation, que c'est à long terme. C'est un projet qui est à long terme. Par exemple, nous les jeunes, nous qui souffrons de l'insuffisance rénale, moi j'ai 24 ans. Et la transplantation, c'est un projet qui est à court terme. Est-ce que nous, à long terme, est-ce que nous, les jeunes, nous allons continuer à faire la dialyse jusqu'à notre vie? C'est vrai, nous faisons la dialyse, mais ce n'est pas une guérison définitive. Donc, nous voulons une guérison définitive. On ne peut pas continuer la dialyse à vie. Nous sommes encore jeunes, on n'a pas d'avenir, on n'a pas d'enfants. Donc, vraiment, c'est difficile pour nous. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mademoiselle Sagno Kébé. Je suis aussi dialysée, je souffre d'une insuffisance rénale depuis 2015. Donc, ma question c'est, qu'est-ce qui cause l'hypoglycémie chez nous les dialysés? Qu'est-ce qui cause ça? Et aussi, il y a aussi, est-ce que lorsque nous sommes dialysés, est-ce qu'il y a des possibilités pour faire un AVC lorsque la tension, les chiffres tensionnels sont équilibrés? Parce qu'il y a parfois les jours, quand je contrôle ma tension, les chiffres tensionnels sont équilibrés. Mais physiquement, ça ne va pas. Cliniquement, ça ne va pas. Il y a les pieds qui balancent, il y a les lourdeurs. Donc, est-ce que lorsque les chiffres tensionnels sont équilibrés, il y a possibilité de faire un AVC? Merci beaucoup. Moi, c'est Kaba Abdul Karim, étudiant en 6e année médecine à la faculté des sciences médicales et paramédicales de l'université Kofi Annan. Et ma question, c'est à l'endroit de Dr Barry. Et ça fait depuis septembre 2017, j'évolue aux côtés du service de cardiologie et j'ai jamais vu la seringue électrique et je ne sais pas comment on l'utilise. Et tout de suite, il a parlé de la seringue électrique pour la première fois qui a été utilisée dans le service et je ne sais pas pourquoi. Et ma deuxième question, depuis la rénovation du service, et on a entendu parler que le service a été doté de quelques matériels, par exemple un défibrillateur. Et l'appareil n'a jamais été utilisé. Et j'aimerais qu'ils nous disent pourquoi. Et pourquoi cette seringue électrique a été utilisée. Et pourquoi elle n'a jamais été utilisée dans le service. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Drami Aboubakar, étudiant en 4e année médecine à l'université Kofi Annan de Guinée. Ma question va directement à mon cher professeur Kaba. Je voulais savoir quelle est la réelle cause de cette insuffisance rénale juvénile. Parce que nous avons 2 jeunes filles qui ont exprimé leur maladie ici. Je voulais savoir réellement quelle est la cause réelle de cette insuffisance rénale pour ces jeunes. Merci. Je m'appelle Abou Kamara, étudiant en 6e année médecine à l'université Kofi Annan de Guinée. Je commence par remercier nos chers maîtres pour leurs interventions ainsi que les animateurs de l'émission. Dites-moi tout, docteur. J'ai 2 questions. Ma première question va à l'envers de Dr Barry. Dans la prise en charge, vous avez dit, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, lorsque c'est compliqué, en général, le coût est élevé. On nous a enseigné aussi, en tant qu'étudiants, que les Africains ou la race noire a une sensibilité aux diurétiques thiazidiques qui sont des molécules utilisées dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et que l'efficacité de cette molécule est démontrée. Pourquoi dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, alors que ces molécules ne coûtent pas cher, on ne fait pas la promotion de cette molécule, puisque dans la majorité des cas, les personnes atteintes de l'hypertension artérielle sont des personnes pauvres, alors que l'une des molécules utilisées dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, qui sont les diurétiques thiazidiques, ne sont pas prescrits, ou bien on ne fait pas la promotion de cette molécule. Ma deuxième question, je la pose à professeur Cissé. Vous avez parlé d'AVC et tous deux, vous avez parlé des facteurs de risque qui peuvent être communs, qu'on appelle ça, des facteurs de risque cardiovasculaires qui
qui entraîne l'AVC. Maintenant, moi j'aimerais savoir, puisque dans la majorité des cas, les patients atteints d'AVC sont des pauvres ou sont des gens qui viennent de la périphérie. J'aimerais savoir si vous, à votre place, puisque vous avez dit que vous êtes le chef de service par défaut et que le ministre était là, j'aimerais savoir si vous devez faire une proposition de solution. La question, c'est de savoir qu'en est-il de la formation des prestataires de services à l'intérieur du pays pour la prise en charge des AVC. Est-ce que le service de neurologie a des programmes de sensibilisation de la population à l'intérieur du pays? Merci. Et je me nomme Sanogo Fatmata, étudiante en 6e année de médecine à l'université Kofi Annan de Guinée. Ma question, elle est pour le professeur Cissé. Et heureusement que le prof de réanimation est dans la salle. J'aimerais savoir s'il y a une synergie dans la prise en charge de la phase pré-hospitalière entre le service de réanimation et de la neurologie. Parce qu'on sait que le traitement, il est beaucoup plus basé sur la phase pré-hospitalière que les autres phases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, si ça n'existe pas, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler pour que ça puisse exister? Merci. La première question par rapport à la transfusion, il faut dire que le directeur du Centre national de transfusion sanguine, depuis plusieurs mois maintenant, il a une liste d'égalisés qui sont polytransfusés. Polytransfusés qui sont plus de 2-3 dans le mois qui sont transfusés le plus souvent. Comme j'ai dit tout à l'heure, une des fonctions du rein, c'était de participer à la fabrication de ces globules pour éviter l'anémie. On a de façon artificielle des médicaments qu'on appelle l'érythropoïétine qu'on donne pour corriger. Mais il suffit qu'un dialysé fasse un accephalus, fasse une baisse de forme, ne mange pas bien, ou une infection. Rapidement, l'anémie peut se prononcer, on a besoin de sang. Donc souvent, ils ont besoin de sang. Et elle a raison. On a contacté, peut-être maintenant c'est de rendre pour tout le monde, mais quelques polytransfusés, ceux qui ont souvent besoin de transfusion, il suffit qu'on envoie le dossier, ils ont créé une base de données et gratuitement ces patients reçoivent du sang. Il suffit qu'il ait la preuve que c'est un dialysé et que ça soit sur cette liste. Maintenant, pour la transplantation, c'est vrai, elle a raison, elle a posé son problème personnel. Pour une femme mariée, jeune femme, on ne conseille pas d'être enceinte pendant la dialyse. La dialyse, c'est vrai, elle a dit, c'est un traitement de survie, mais qui permet à la personne de vivre une vie presque correcte, avec certaines contraintes qu'il faut respecter, il faut continuer les traitements, etc. Mais pour les femmes, on évite quand même qu'il y ait des grossesses, parce que, admettons, on dit 2 séances, 3 séances par semaine. Mais si une jeune femme tombe enceinte et elle est dialysée, c'est très difficile, même dans les pays occidentaux, c'est très difficile à gérer. Il faut faire la dialyse tous les jours et le risque que la maman et l'enfant perdent leur vie est très grand, donc on ne conseille pas. Par contre, on conseille les grossesses après la transplantation. Et il y a des pays qui ont commencé, mais qui ont fermé, parce qu'il faut faire très attention. On a beaucoup de transplantés aussi qui vont en Inde, parce que c'est moins cher, mais ils sont tous décédés. Donc moi je pense qu'il ne faut pas commencer une technique parce qu'on veut commencer. Donc ce qu'on peut demander, si elle peut voyager pour la transplantation et revenir, parce qu'il y a des petits problèmes non réglés. Un transplanté, on lui donne des médicaments pour que son corps accepte l'étranger qu'on a amené. Donc on le rend immunodéprimé. Donc il ne peut pas se promener. Regardez les saletés dans nos villes. Un transplanté, même dans nos hôpitaux, l'hygiène et tout ça. Donc il ne faut pas faire cette technique parce qu'on veut faire. Il faut attendre que vraiment tout soit réuni. Et même sur le plan des textes, je vous dis, est-ce que quelqu'un accepte aujourd'hui que son parent qui est décédé, qu'on enlève un organe? Il faut que sur le plan de la religion, que tout, on est dans ces démarches d'abord, et que ça passe sur le plan culturel, sur le plan de la législation, sans compter après le côté technique. Sinon, pour la maîtrise, il n'y a pas de souci. Tous les néphrologues, tous les urologues, on peut faire la technique. Il suffit de mettre, mais ça ne suffit pas. Maintenant, les dons dans les familles, ça c'est quelque chose qu'on peut encourager en Afrique. Je suis d'accord avec elle.
c'est le traitement définitif, c'est le traitement radical. Il faut qu'on aille vers ça rapidement. Mais comme je l'ai dit, les médicaments même à prendre pour garder le greffon, c'est plus cher que les antihypertenseurs. Et on n'arrive pas à maîtriser les hypertensions. Vous voyez? Donc il faut qu'on aille par étapes. C'est ça que je peux dire pour l'instant. Sinon, ça a été revenu avec votre question aussi, avec ce bâtiment un peu. La Côte d'Ivoire fait, par exemple, les équipes viennent, ils font de façon périodique pour quelques-uns, mais ça a un coût, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je vous donne par exemple une idée. Il y a 5 ans à peu près, la première année d'une greffe en France, c'était autour de 80 millions d'euros. Une année de greffe. Et c'est vrai que ça va baisser après, mais parce qu'il y a tout un protocole, le temps de prélever, transplanter, la chirurgie, la réanimation, etc., etc. Alors, professeur, vous conseillez à cette jeune fille qui a 24 ans, même si elle a envie de se marier, elle peut se marier, mais de ne pas tomber enceinte. Elle est déjà mariée, mais si elle tombe enceinte, ça va être très difficile. Le risque de décès pour elle et de perdre son bébé est très grand, et de mettre au monde des bébés mal formés est très grand, donc on ne conseille pas, même dans les pays occidentaux. D'accord. Par contre, elle peut voyager pour la transplantation qui est maîtrisée dans la plupart des pays, mais c'est le coût après. Qui va payer le coût? Et j'ai dit 80 000, c'est 200 000 euros, hein, ce n'est pas 80 000 euros. Ça, c'est la première année. C'est vrai qu'après, ça va baisser au fur et à mesure. Maintenant, l'autre question, l'hypoglycémie chez les dialysés. Actuellement, à part les diabétiques qui prennent leur insuline avant les séances, déjà avec nos confrères diabétos, ils sont dans la salle. Quand quelqu'un est diabétique, il a les reins qui ne fonctionnent plus, vous verrez, il n'a plus besoin de son traitement. Nous, quand un diabétique nous dit « mon diabète est guéri », nous prenons nos têtes, parce que ça veut dire que l'insuffisance rénale est au stade très avancé. Donc, ce qui fait que, depuis plusieurs années, dans les produits que les patients reçoivent pendant leur séance de dialyse, dans le bain de dialyse, il y a du sucre dedans. D'accord, il y a du sucre. Donc les hypoglycémies sont très rares et on les dit aussi de prendre des collations pendant les séances ou après ou juste avant. D'accord. Maintenant, les AVC, les troubles que les dialysés ont après la dialyse, ce n'est pas l'AVC. L'AVC, c'est une paralysie, comme le professeur Cissé a dit tout à l'heure. Oui. Ça peut être lié à l'anémie, ça peut être lié à une tension un peu basse. Ça peut être lié parce qu'on a tiré beaucoup plus qu'il n'en faut, donc, parce que c'est un grand processus entre l'eau et les électrolytes, parce que c'est artificiel, on essaie d'équilibrer une partie des fonctions, mais on ne peut pas tout faire pour dire que Dieu c'est le grand maître. Maintenant, la dernière question, on est frappé par ça, on a de plus en plus de jeunes qui viennent en dialyse, et elles-mêmes, elles sont les plus âgées. On a les plus jeunes encore là-bas. Oui, il y a des cadres pédiatriques qu'on ne peut pas prendre parce qu'il faut une installation spéciale. C'est très fréquent. Alors que quand on prend les causes congénitales, c'est-à-dire on est avec les malformations, ce n'est pas beaucoup, c'est 1%. Mais ce sont des affections qui sont passées inaperçues. Je vous ai parlé tout à l'heure du dépistage précoce. Il faut qu'on essaye de suivre les grossesses. L'enfant dans le ventre même de sa maman, qu'on essaie de voir, est-ce qu'il y a des problèmes, avant même la naissance. Et chez nous, dès qu'il y a une naissance, on est pressé de rentrer. Dans les autres pays, la maman reste obligatoirement une semaine. Il faut que l'enfant soit vu, la maman soit vue, que ça soit une grossesse normale ou pas. On ne sort pas le même jour. Mais ici, vous dites à une femme et son mari, on veut vous garder, vous aurez des problèmes. Alors que c'est important. C'est là où on teste toutes les malformations, on regarde. Donc les enfants naissent comme ça et les maladies des reins évoluent, on n'a pas pu voir, on n'a pas pu maîtriser. Naissance, dès après la naissance, d'accord. Donc, il y a beaucoup de causes comme ça qu'on voit, mais il faut un dépistage précoce. Il ne faut pas oublier aussi que les infections de la sphère ORL sont des ennemis des reins. Les angines qui traînent chez les enfants, il faut les soigner. Les problèmes de dents, les problèmes des boutons sur la peau, ces microbes-là, il faut les soigner. C'est très néfaste pour les reins, sans compter toutes les intoxications auxquelles nous sommes exposés. Alors, docteur Barré, je crois que c'est vous. Merci, oui. Mais très rapidement, on n'a plus le temps. Par rapport à la question sur la seringue électrique, ce que je puis vous dire, c'est que moi, je suis dans ce service de cardiologie de l'hôpital Ignace Dine depuis seulement janvier passé. Et depuis quand cette seringue électrique était dans ce service, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, depuis que le service existe,
c'était pour la première fois, il y a 2 semaines, hein, ou un peu plus, que la seringue électrique a été utilisée pour la première fois. C'est ça sur mon initiative, bien sûr. Et on l'a utilisée dans quelle situation? On avait un jeune patient de 27 ans qui a fait des insuffisances cardiaques à répétition, donc qui a fait l'objet de plusieurs hospitalisations, qui est arrivé en état d'anasarque, donc il avait une insuffisance cardiaque réfractaire, qui en réalité ne répondait plus au traitement médical. Donc il avait besoin de certaines drogues, hein, comme les amines, la dobutamine. Il avait besoin de ça pour qu'on soutienne son hémodynamique afin d'essayer de le dépléter un peu, de le vider de son eau. Parce que c'est quelqu'un qui avait pris considérablement de poids. On appelle ça les œdèmes. Donc cette seringue électrique a été utilisée dans cette situation. Mais nous avons besoin de ce type de matériel. Aujourd'hui, on a besoin de dépasser la cardiologie clinique pure et dure. Elle ne suffit plus dans notre pays. Si vous regardez aujourd'hui le nombre de patients évacués vers l'étranger, le Sénégal et le Maroc et ailleurs, si vous enlevez la part des cardiopathies là-dedans, ben, il n'en restera pas assez. Il y a beaucoup de cas de cardiologie évacués à l'étranger. Pour des choses qu'on peut traiter ici. Au début essayer de traiter ici. Donc nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de seringues électriques. Quelqu'un a parlé de défibrillateurs. Moi, je n'en ai pas vu dans le service. Peut-être qu'il y en a, c'est caché comme la seringue électrique était cachée. Mais on a besoin de ce matériel. On a besoin de défibrillateurs semi-automatiques, on a besoin de défibrillateurs manuels. Parce que beaucoup de nos patients décèdent des troubles de rythme. Vous voyez un patient de cardiologie qui semble améliorer, qui est même proposé sortant. Avant sa sortie, on vous annonce son décès. Parce que tout simplement, il a fait un trouble de rythme grave, un trouble de rythme malin. Il a besoin d'être choqué. Il a besoin de choc électrique. Il a besoin d'être scopé. On a besoin d'une unité de soins intensifs cardiologiques moderne, équipée, ne serait-ce qu'avec des scopes, avec des seringues électriques, avec des défibrillateurs manuels ou semi-automatiques, pour essayer quand même de faire un peu de la cardiologie clinique, pour être un peu au niveau moderne, de la sous-région. Hein? Oui. Mais au-delà de ça, on a besoin aujourd'hui d'avancer vers la cardiologie interventionnelle. On a besoin de faire de coronaropathie. Si vous prenez aujourd'hui la majorité des patients hospitalisés dans notre service, la plupart développent des myocardiopathies. Et si vous regardez leur électrocardiogramme, vous allez voir des signes de souffrance du cœur, des ischémies, des nécroses, des crises cardiaques qui sont passées inaperçues. Parce que fort heureusement, ce n'est pas tous ceux qui font les crises cardiaques qui en décèdent tout de suite. Il y en a qui arrivent à échapper à la mort subite, hein, et qui sont vus plus tard à l'occasion d'un bilan médical. C'est pour ça qu'il faut faire le bilan médical. Ou alors qui sont vus plus tard à l'occasion d'une complication. Très bien. D'accord? Donc on a besoin vraiment de s'équiper parce qu'on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire beaucoup de choses. Bon, par rapport à une dernière question, c'est sur l'hypertension et le coût élevé de la prise en charge de l'hypertension. La prise en charge de l'hypertension, elle fonctionne du niveau de l'hypertension, des facteurs de risque associés, parce que désormais on ne traite plus que les chiffres élevés, mais on traite les chiffres élevés associés aux facteurs de risque, à la présence de facteurs de risque. Donc il faut faire une évaluation du risque global. Maintenant, s'il y a complications, les choses ça change. Une hypertension qui se complique d'un infarctus du myocarde ou une hypertension artérielle qui se complique d'une dissection de l'aorte, forcément la prise en charge, elle est lourde. Elle est d'abord médicale, mais elle est ensuite chirurgicale, obligatoirement. Donc forcément, la prise en charge reste élevée. L'hydrochlorothiazide, c'est vrai, c'est un bon médicament, mais aujourd'hui, on ne peut pas le promouvoir comme peut-être en tant que premier diurétique utilisé dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Vous verrez que dans les associations médicamenteuses, il revient très souvent, il est beaucoup souvent associé par exemple aux UEC, c'est une famille d'antihypertenseurs, il est associé aux anticalciques, d'accord? Mais les Américains par exemple préfèrent beaucoup plus l'indapamide à l'hydrochlorothiazide, d'accord? Et maintenant, pour la prise en charge de façon générale aujourd'hui, parce que les hypertendus, ce n'est plus l'hypertension artérielle comme seul facteur de risque,
Mais il y a très souvent d'autres facteurs de risque associés. Pour éviter d'aller vers un AVC, vers une insuffisance rénale chronique, on est obligé de faire un traitement énergique dès le départ pour être dès le départ efficace. Et pour cela, on a besoin de faire d'aller vers les associations médicamenteuses, donc qui associent donc soit un USC à un inhibiteur calcique ou alors un USC à un diurétique, mais jamais le diurétique seul, parce qu'on s'est rendu compte qu'à court terme, ce n'est pas efficace. Très bien. Je vous remercie. Alors, professeur Cissé. Pour aller vite, par rapport à la question du monsieur de Kofi Annan, les propositions de solutions, il y a le programme national des maladies non transmissibles qui inclut les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales et tout ça, qui est géré par un des patrons de la place, qui a fait beaucoup d'efforts pour faire régresser ces pathologies. Mais il faut des moyens. Ce n'est pas avec les belles paroles que nous allons diminuer la fréquence des AVC. Donc en termes de sensibilisation, moi je suis passé déjà dans cette émission pour parler d'AVC. Nous avons organisé cette année la journée du cerveau. Nous avons communiqué aux premières journées guinéo-tunisiennes. On fait régulièrement de la formation. Je suis responsable du comité scientifique de l'hôpital national Ignazine et je n'hésite pas à passer à la caisse pour sensibiliser le maximum de personnes par rapport aux accidents vasculaires cérébraux. Mais ce ne sont que des solutions de maquillage. Si vous voulez vraiment sensibiliser les Guinéens, il faut un plan national de lutte contre les AVC, à l'image de celui qui est fait en France. Et de 2010 à 2014, ils avaient un plan national de lutte contre les AVC. Ça permet de réduire quand même drastiquement la fréquence d'AVC et la mortalité. Donc, je pense qu'il y a des autorités du ministère de la Santé ici. Et ils ont un bureau de stratégie. Donc, c'est leur job de définir, de designer le plan. Et nous, on est prêts à exécuter. Et récemment, nous avons été invités à un atelier au Rivera pour envoyer des neurologues au village. Moi, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Si je suis, le docteur Tsike était présent, je leur ai dit directement, j'ai dit au déclencheur de la santé, nous, on n'envoie pas de neurologue au village. Ce qui est fait au village actuellement en Guinée est faisable par un médecin généraliste. Si vous voulez qu'on envoie un neurologue à Kankan, à Zérékoré, il faut de l'efficience. Il faut des moyens. S'il n'y a pas de moyens, ça ne sert à rien. C'est une bataille perdue. Pour revenir à ce que disait la dame, mademoiselle Sanogo, par rapport à la synergie entre le réanimateur et l'urgentiste, c'est mon combat de tous les jours. J'en discutais avec le docteur Joseph, qui est un des réanimateurs de l'hôpital Ignazine. À Ignazine, nous avons 4 réanimateurs. Il faut qu'on le dise. Malheureusement, nous avons perdu nos réanimateurs à Ignazine, faute de moyens. Donc, il n'y a pas de réanimateur. Donc, la solution low cost que j'ai trouvée, c'est d'envoyer les DRS de neurologie en formation chez le gentil docteur Nabil Saad qui est présent, qui a aujourd'hui la réanimation la plus acceptable dans notre pays, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Et donc, nous, nos DES sont formés là-bas. Et avec la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avons pu mettre en place une salle de soins intensifs neuro, où nous avons des monitorings cardiaques venus de Chine, nous avons de l'oxygène mural, nous avons des extracteurs d'oxygène, nous n'avons pas encore de pousseringue, nous avons des lits que nous avons obtenus avec beaucoup de difficultés, mais on a quand même 3 lits de soins intensifs qui nous ont permis de réduire significativement la mortalité. Par exemple, le mois dernier, au lieu d'avoir habituellement 26 décès en euros, nous avons eu 13 décès. Donc tous les jours le matin, nous comptons le nombre de morts dans notre service et nous évertions. Et je le dis encore officiellement ici au docteur Joseph, nous avons fait un programme. Nous avons dit que le réanimateur était le grand pilier de l'hôpital. Dans le cahier de charge de n'importe quelle structure médicale, il faut un réanimateur. C'est lui qui maintient le patient en vie pendant qu'on réfléchit. Mais à Ignazine, aujourd'hui, nous n'avons pas de réanimateur. Donc nous formons les médecins à la réanimation, mais ce ne sont que des solutions de maquillage. Il faut que les réanimateurs prennent leurs responsabilités, viennent dans le comité scientifique, disent ce qu'ils font et acceptent de former les autres. Parce que sans formation, c'est l'expérience sans connaissance et c'est l'ignorance et cela se solde par le décès des patients. Tout à fait. Et un commentaire que je voudrais faire, parce que je trouve que mes assistants sont plus déshumanisés face à la mort que moi, et je trouve que cela est très grave. Pourquoi? Parce que la mort est devenue normale à Ignazine. Je leur dis, ne vous habituez pas à ça. J'ai fait des stages ailleurs pendant 1 an, c'est 1 ou 2 décès en euros. Chez nous, c'est tous les jours. Ce n'est pas normal, même si on voit ça tous les jours. Donc, je tends encore officiellement ici la main à mon frère et grand frère Joseph pour qu'ensemble, nous fassions des AVC ou en tout cas des malades dans le coma des priorités et qu'on puisse améliorer leur prise en charge. Mais la synergie, elle n'est pas encore mise en place. Nous essayons de former nos DES à la neuro, à la réanimation et nous les mettons dans une salle de soins intensifs. On vient faire la visite avec eux tous les jours, mais cela n'est pas suffisant. Il faut des médecins expérimentés, formés pour lutter contre ces pathologies graves. Voilà. Alors, c'était la dernière question, je crois. Et une dernière chose que je voulais dire, pour que l'on fasse appel au réanimateur, il faut que l'AVC soit dit grave. L'AVC est dit grave lorsque, à la phase aiguë, quand on l'évalue par le score de NIHSS, si le score est supérieur à 17, il y a différents items, on dit que c'est un AVC grave. Ou si sur l'imagerie, on a un AVC ischémique,
qui montre une lésion ischémique étendue, c'est un AVC grave. Si c'est une hémorragie avec une inondation du sang dans les ventricules, c'est un AVC grave. Là, nous tendons la main au réanimateur. Sinon, le taux de mortalité au Sénégal, par exemple, c'est 82,9% dans une récente étude. Donc, c'est vraiment très important que le réanimateur vienne. Sinon, pour les AVC graves, 8 patients sur 10 décèdent. On est pris par le temps. Merci, docteur Ibrahim Massouri Barry, cardiologue au CHU Niassine, qui a fait le déplacement pour répondre à notre appel, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs. Merci également au professeur Fodiaba Sissé, chef service neurologie au CHU Niassine, qui a également fait le déplacement. Il est passé plus d'une fois dans cette émission. Dites-moi tout, docteur. Alors, nous célébrons l'an 1 de cette émission. Également, merci, professeur Mohamed Lamine Kaba, néphrologue au CHU d'Anka, qui a également fait le déplacement, a répondu à nos questions et à celles des téléspectateurs. Chers téléspectateurs, je rappelle que Dites-moi tout, docteur sert de trait d'union tout simplement entre le ministère de la Santé et la population guinéenne en général, surtout celle démunie en particulier, à travers la première chaîne de télévision nationale via ces médecins émérites. Nous profitons de notre tribune pour informer, sensibiliser, éduquer la population à être mieux située, ça a été dit dans cette émission, et orientée après des symptômes dits dans cette émission ou après un constat inhabituel. Il faut se rendre dans un CMD, dans un CHU pour se faire ausculter, se consulter périodiquement, comme on le dit, examen systématique ou de routine. À partir de là, vous êtes situé. Il faut voir un généraliste qui vous demandera des examens, des premiers examens, et qui vous mettra en rapport avec le spécialiste pour des traitements. Surtout, n'allez pas dans les cabinets de santé, dans les quartiers pour éviter des dégâts que nous pouvons regretter. Il faut aller dans les structures de santé reconnues, officielles et reconnues de tous. Alors, c'est la fin de cette émission. Je profite dans cette émission, sur cette tribune. Je remercie le directeur général de la télévision nationale et toute la direction de la RTG Coloma qui sont dans cette salle, qui ont commencé cette émission avec nous et qui sont restés dans la salle. Les invités de marque qui ont également sont dans cette salle. Nos sponsors Koya, je le rappelle ici, Monsieur Ba, qui a dit que c'est une émission noble. Donc, il nous a soutenus. Et les étudiants des 3 universités, Kofi Annan, Gamal Abdel Nasser de Conakry et La Source, les amis, les collègues, les parents qui ont également fait le déplacement. Je profite, comme c'est la dernière rencontre, la grande dernière rencontre dans l'émission Dites-moi tout, docteur, mais cela n'empêche, le dimanche prochain, je serai avec un médecin pour parler d'une autre thématique. Je profite pour souhaiter bonne heureuse année à tous ceux qui sont dans cette salle. Et cette année nous apporte plein de bonheur, de paix, et que le miséricordieux par essence et par excellence protège la Guinée et les Guinéens. Merci à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans votre émission de référence. Dites-moi tout, docteur. Merci et à très bientôt. Nous allons procéder à la remise des cadeaux à nos invités. Directeur général de la RTG qui va remettre à Madame Baldé le cadeau du ministre. Je suis passée à son émission et depuis, les coups de téléphone que je reçois pour demander des consultations, je ne peux pas les dénombrer. C'est dire que la population, c'est par manque d'information
qu'elle ne se comporte pas comme elle devrait se faire par rapport à son état de santé. Et ce qui me réconforte, bientôt la retraite, mais c'est de savoir que la relève est assurée. Quand vous voyez vraiment la prestation de Fodé Abbas ou de Dr Barry, vraiment c'est rassurant. Nous savons que la relève est assurée. J'encourage aujourd'hui tous les personnels, tous les professionnels de santé de se mobiliser, de venir s'inscrire auprès de l'émission « Dites-moi tout, docteur » pour informer largement les populations guinéennes des principaux problèmes de santé publique que nous avions, de leur proposer des perspectives de soins et d'amélioration de leur santé. Et je voudrais vraiment profiter encore de cette instance pour féliciter, saluer professeur Lamine Kaba, chef directeur du Centre national d'hémodialyse, Dr Ibrahima Souri Bari, spécialiste en cardiologie, professeur Fodé Abbas Sissé, spécialiste en neurologie, pour la qualité des prestations qu'ils viennent de nous offrir et qui honorent à plus d'un titre la médecine en Guinée. Félicitations à vous et nous en sommes très fiers. Nous, en tant qu'autorité des services de santé de notre pays, nous vous assurons de l'accompagnement de tous nos professionnels de santé. Je dois placer quelques mots. Parce que tout simplement, quand j'ai suivi l'émission, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est le patriotisme de ces éminents médecins. Nous les avons écoutés. Il y a une phrase qui a été prononcée ici qui doit émouvoir. Un des invités a dit, en Europe, nous avons des médecins guinéens qui sont des chefs de service, qui étaient ici, qui se sont expatriés parce que le traitement qu'ils reçoivent n'est pas conséquent. C'est un fait qui est indéniable. Et c'est un problème qui touche notre continent, la fuite des cerveaux. Ceux-là ont refusé ça. Ils ont la formation qu'il faut, ils ont la compétence qu'il faut, mais ils sont restés avec nous. C'est parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment leurs frères et sœurs. C'est des patriotes. Ici, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Nous devons être fiers d'eux. Nous devons les remercier. Nous devons les encourager. Et nous devons retenir que ces personnes-là méritent respect et reconnaissance de notre part. C'est pour cela que j'ai tenu à placer ces quelques mots. Il faut leur dire merci, grand merci.